Depuis le moment où j'ai accepté le titre provisoire pour cette communication, quelque part en février dernier, la question qui lui est sous-jacente et qui s'est posée dès le tout premier moment où Mathilde et Maryse m'ont invité à participer au projet, a continué de faire son chemin dans mes réflexions. Que pourrais-je bien apporter de spécifique à la réflexion sur la liberté académique, et ça ne concerne en rien le droit? Je ne me suis jamais défini comme spécialiste de la liberté académique, et pourtant j'ai été contraint depuis quelques années d'y penser constamment, conduit à écrire sur le sujet et même à entreprendre avec d'autres, et dans des cadres institutionnels, des démarches auprès d'instances très officielles, comités cloutiers, commissions parlementaires, etc. Ceci tient entre autres au fait qu'il y avait dans mon cas, comme pour nombre de collègues impliqués dans la vie syndicale, un décalage assez net, voire total, entre mon champ d'expertise premier, celui des recherches menées avant mon implication syndicale et poursuivies tant bien que mal pendant celle-ci, et les dossiers syndicaux à propos desquels on en vient tant bien que mal à développer une forme d'expertise née de la praxis et tendant par habitus professoral à se doter de bases théoriques. Et c'est à partir de ce hiatus, et en tentant de le dépasser, que j'envisage ma participation aux travaux de cette quadruple ou octuple chaire, je ne sais pas combien. Je compte ainsi déployer une double perspective qui s'esquisse là, en tentant de développer progressivement des points d'articulation entre les deux. Donc la première perspective qui fonde l'analyse, qui va la fonder, c'est celle que j'ai intériorisée donc et développée dans la pratique, qui est une pratique qui est tendue entre les dispositions générales des conventions collectives ou du droit du travail et la défense des cas individuels. Et la confrontation entre les deux est toujours surprenante. Entre les réflexions politiques d'un côté ou métapolitiques, les positions générales, qui m'étaient nettement plus familières au départ, et les dispositions réglementaires ou juridiques que j'ai dû apprendre au fur et à mesure. Et je n'avais pas imaginé, avant de faire le grand saut syndical, que je m'engageais dans un interminable cours de droit du travail, avec des examens chaque semaine. Donc, je vais m'appuyer sur l'expérience de 6 ans d'implication syndicale à temps plein, dont 4 années au SPUC, le syndicat des profs de l'Université du Québec, puis 2 années au comité exécutif de la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université. Mais je vais me garder un droit de réserve aujourd'hui pour éviter de confondre des recherches qui vont s'appuyer sur cette expérience syndicale et l'accomplissement de cette même pratique, en particulier dans le cadre de la fonction de président par intérim, que j'exerce encore pour 5 semaines. Pour le dire autrement, dans la volonté d'élaborer un savoir critique sur mon expérience syndicale, telle que liée à la liberté académique, je n'ai pas encore eu le temps ni le recul pour analyser finement l'entrelacement et donc les éventuels points de disjonction entre des positions politiques collectivement construites, mes subjectivités politiques propres et les enjeux théoriques découlant du sujet ou que j'apporte au sujet. Pas assez de temps ou de recul pour distinguer jusqu'où pourrait me porter l'interrogation critique soutenue de la perspective syndicale qui a été la mienne, parce qu'elle était la nôtre. Or, dans les fonctions syndicales, on n'a pas la liberté politique du doute. Doute qui est pourtant fondamental à la liberté académique elle-même. Et c'est donc un os à ronger pour les années à venir. Je vais donc me concentrer aujourd'hui sur mon autre perspective, celle d'historien des discours et de la vie intellectuelle québécoise, et d'explorateur d'archives. Donc, une petite photo ici, c'est celle de la FQPPU. Je fais le pari qu'en examinant la façon dont la liberté académique fut mise en discours, débattue, défendue, enchâssée éventuellement dans des conventions, des chartes officielles, puis dans une loi, il est possible de mieux comprendre quelques aspects de la dynamique contemporaine, ses racines historiques, sociales ou économiques, et d'identifier d'éventuelles ruptures ou inflexions majeures. Et donc, je remonte aux sources d'une certaine manière, moi aussi. Et pour mener à bien ce travail, donc, je vais me baser sur 2 principaux corpus, 2 sources principales. Et c'est une toute première exploration aujourd'hui. C'est vraiment un survol à vitesse grand V. Mais donc, d'un côté, c'est une base de données qui est le répertoire des périodiques québécois. Donc, qui contient la totalité de 220 périodiques, dont Le Devoir, La Presse, la plupart des revues savantes, et ainsi de suite. Donc 278 000 livraisons individuelles de numéros, de journal ou de revues. Ça découle d'un projet de recherche dirigé par Jean-Philippe Warren, puis le fruit du talent unique d'Olivier Lapointe, que je signale ici, car c'est vraiment un apport majeur. Puis la seconde, c'est celle des archives de la FQPPU et de son ancêtre immédiat, la Fédération québécoise des professeurs d'université, la Fédération des associations de professeurs d'université du Québec, la FAPUQ. Donc, la FAPUQ a été fondée en 1967 et a fusionné avec d'autres organisations en 1991 pour donner naissance à la FQPPU. Donc, j'entame à peine la recherche sur ces 2 corpus et je ne peux vous donner qu'un aperçu de ce premier survol. D'autant plus que dans le cas des archives FAPUQ et FQPPU que vous voyez là,
nous ne disposons d'aucun inventaire précis des 180 quelques boîtes d'archives, et je n'avais pas ouvert une seule de ces boîtes avant le début du mois d'avril. Donc, c'est une première exploration. Alors, cette double source reprend jusqu'à un certain point la double perspective qui structure mes réflexions sur la liberté académique, mais se rejoignent pour, comme je vais tenter de vous le montrer, construire une perspective historique sur les perspectives syndicales. Donc, comment on en vient dans les discours à aller vers soit le droit, soit des réflexions politiques du côté des syndicats. Et donc, je commence avec la source qui donne l'empan historique le plus large, celle du répertoire des périodiques québécois. Mon travail pour aujourd'hui a essentiellement consisté à éplucher les quelques 658 livraisons qui contiennent l'expression liberté académique. Donc, au cours du temps, en tentant de dégager les principaux cadres discursifs, les agents qu'ils impliquent et les continuités ou ruptures au fil du temps. D'autres recherches vont être évidemment nécessaires pour raffiner le premier survol très rapidement, entre autres pour voir si les expressions liberté universitaire plutôt que liberté académique, ou liberté d'enseignement, liberté de recherche, recherche libre, vont donner d'autres résultats que ceux que j'ai pu voir aujourd'hui, ou d'autres fils comme professeur et propagande, ou professeur et renvoyé, vont donner des résultats différents de ceux qui sont là. Donc, il y a beaucoup d'exploration encore à faire, mais le nombre d'occurrences de mon corpus initial donne une certaine solidité là, aux informations que je vais vous présenter. Et une des choses qui me semblait intéressante, c'est la courbe historique du nombre des occurrences. On en trouve une seule entre 1900 et 1909, intéressante d'ailleurs parce qu'elle renvoie aux universités allemandes comme source de liberté académique. Une encore entre 1910 et 1919, une entre 1920 et 1929, trois entre 1930 et 1939, puis on voit que ça commence timidement, c'est la colonne rouge, là, entre 1940 et 1949. Il y en a 12. Donc, aussi bien dire que le concept n'existe absolument pas avant 1940 dans le discours social québécois. Puis on voit donc dans les 12 occurrences des années 40, timidement apparaître l'idée de la liberté académique comme cheval de Troie du communisme. Éventuellement, souci de protection par les professeurs de leur communisme qui essaient d'infiltrer auprès des élèves. Donc c'est ça qu'on voit dans les années 40. D'ailleurs, la majorité de ces mentions provient d'articles repris de l'étranger. Donc non seulement on renvoie à l'étranger, mais on reprend l'article qui vient de Belgique, des États-Unis, d'ailleurs intégralement qu'on traduit ou non. Il y a deux cas qui sont une exception, concernant l'Université de Toronto en 1939, et un discours de Henri Bourassa à l'Université McGill en 1927, où il reprend un toast du principal Curry pour se réclamer lui-même de la liberté académique dans le domaine de la politique, de la parole, de la pensée et de l'action. Signe à mes yeux que Bourassa n'a aucune idée du sens original de l'expression en 1927. Donc, malgré sa minceur, cette partie du corpus est révélatrice du fait que la liberté académique, comme concept et comme objet de revendication au Québec, est l'objet d'un double transfert culturel, qui va me mener à examiner comment McGill joue un rôle important de médiation entre l'American Association of University Professors, qui en sache le principe dans sa charte de fondation en 1915, la Canadian Association of University Teachers, l'ACPU, qui est fondée en 1951, et les universités canadiennes françaises. Je postule que c'est McGill qui a été l'interface de médiation entre les différents discours. C'est d'ailleurs dans les années 1950, là, on le voit, que l'expression prend son envol. Il y a une augmentation spectaculaire. On passe de 12 mentions entre 1940 et 1949 à 164 entre 1950 et 1959, puis 250 entre 1960 et 1969, qui est la décennie par excellence du recours au syntagme. Puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est la chute par la suite. La chute presque totale, vous voyez les années 1990-99, on n'en parle pas plus que dans les années 1940. La même chose dans les années 2000. Donc, il y a quelque chose qui m'a étonné, là, juste sur le plan discursif, du fait que le grand moment du débat sur la liberté académique au Québec, c'est des années 50 à 1974. Puis après, il n'y a plus personne ou presque ça intéresse, puis c'est la thèse du double examen du corpus que je présente aujourd'hui. Après, ça se passe dans les activités syndicales, puis à l'interne à l'université, ça devient moins un objet de discussion médiatique jusqu'aux années très récentes. Donc, à suivre. Voilà pour le parcours général. Que se passe-t-il dans les années 1950 pour que la liberté académique fasse désormais l'objet de revendications par les professeurs, comme par les étudiants d'ailleurs, et que ces revendications trouvent leur chemin dans les périodiques?
L'interface discursive de la base laisse évidemment dans l'ombre tous les phénomènes socio-économiques, mais il semble patent à la lecture des périodiques, complémentée à partir de ce que je connais du contexte comme chercheur, que les universités sont alors au début de leur période de transformation qu'on associe plutôt souvent aux années 1960. Augmentation marquée du nombre d'étudiants et aussi de professeurs, disciplinarisation des pratiques, avec création des départements, instituts, revues savantes, ainsi de suite. Tout ceci avec des besoins accrus de formation dans l'industrie, en particulier dans le monde du génie. Tout ceci fait que les universités deviennent objet de préoccupation de la part des acteurs économiques et politiques. Et par conséquent, dans les périodiques aussi. Et on voit, par exemple, c'est la première citation, le Parti libéral du Québec, adopté en 1950, le principe suivant, le Parti libéral reconnaît le caractère sacré de la liberté académique, particulièrement dans l'université. C'est une citation qui m'a étonné. Je ne pensais pas qu'en 1950, le Parti libéral, ça c'est la palme, en était rendu là. Mais clairement, c'était une défense très importante. Toujours est-il que c'est essentiellement dans le cadre de la commission Tremblay, créée par Duplessis en 1953, afin d'étudier les relations fédérales-provinciales, que l'on voit des universitaires francophones revendiquer fortement l'importance de la liberté académique, en commençant par l'Association des professeurs de carrière de l'Université Laval, qui est créée en 1951, c'est l'ancêtre du SPUL, qui affirme dans son mémoire, déposé en 1954, et c'est la deuxième citation, que la liberté académique est une condition de vie essentielle à l'université, son bien le plus précieux. Et 2 ans plus tard, c'est au tour de l'Association des professeurs de l'Université de Montréal de revendiquer la liberté académique en reprenant textuellement la déclaration de l'ACPU, qui est fondée en 1951. Quitte à schématiser ce discours, qui se met en place dans les années 1950 et qui perdure jusqu'aux premières années de la décennie suivante, on voit fortement un lien entre la liberté académique et la sécurité économique. D'où la commission Tremblay, parce qu'ultimement, ce que demandent les universitaires, c'est que Québec accepte les fonds fédéraux pour les universités, pour assurer une sécurité économique aux professeurs. Mener à une hausse des salaires aussi des professeurs. Le nom même de l'Association des professeurs de carrière de l'Université Laval découlait du fait que plus de 50% des professeurs gagnaient leur vie grâce à un deuxième emploi, comme avocat, comme ingénieur, comme chimiste, et ainsi de suite. Donc, ne donnaient que très peu de temps à l'université ultimement, parce qu'ils étaient trop mal payés. Donc, voilà le lien fondamental qui se crée dans les années 50 entre liberté économique, sécurité d'emploi et financement des universités et liberté académique. Par ailleurs, on voit aussi apparaître une opposition structurée entre contre le gouvernement Duplessis, qui rassemble le Parti libéral, Cité libre, c'est presque la même chose, mais enfin, le Devoir et les associations de professeurs dans ces années-là pour défendre la liberté académique. Mais à la mort de Duplessis, son successeur, Paul Sauvé, promet d'accepter les subsides fédéraux et de ne pas porter atteinte à l'indépendance des universités, en déclarant « Il va de soi que l'aide apportée aux universités ne doit d'aucune façon restreindre la liberté académique. » Donc là, c'est 1959. Et le successeur même de Duplessis qui voulait contrôler les universités grâce au sous-financement. Et donc, il y a une sorte de transformation qui fait que la liberté académique s'impose dans tous les partis politiques comme indiscutable principe. Et c'est une chose significative qu'on voit un lien positif entre catholicisme et liberté académique. Chose aussi qui m'a étonné. Pax Romana, qui est un regroupement d'universitaires catholiques, déclare dans ces années-là la présence de l'Église confère à la liberté académique son aisance et sa fécondité culturelle. Chose qu'on n'imagine pas rétrospectivement à propos de ces années-là. Et pourtant, il y a un certain nombre d'affaires, puis je n'irai pas dans les détails, juste vous signaler qu'effectivement, il y a des problèmes concrets de liberté académique, des gens qui ne sont pas embauchés ou qui sont renvoyés, puis je passe rapidement par-dessus tout ça, simplement pour vous indiquer le titre de l'article en bas à gauche. Les professeurs d'université, penseurs libres ou salariés de la peur. Donc, l'article de la liberté académique, ça vous donne une certaine idée que tout ne va pas si bien dans le monde de la liberté académique dans les années 60. Ensuite, dans le tournant des années 60, plus loin, donc années 60 vers les années 70, la scène discursive est absolument différente. C'est plus celle du principe revendiqué, mais du conflit politique exacerbé. Avec le retour du côté des pouvoirs politiques de certains acteurs du monde universitaire et intellectuel, des déplorations quant aux excès de liberté académique.
dont on se servirait pour couvrir l'activisme des professeurs ou des étudiants. Puis, il y a un nouveau cadre discursif aussi qui apparaît, dans lequel les contestations étudiantes est la source principale de menaces contre la liberté académique. On entend des choses qui sont répétées de nos jours. Et bien que moins centraux, on voit aussi poindre des nouvelles caractérisations de façon négative, comme façon de protéger l'incompétence des professeurs devant la contestation étudiante, ou comme sacro-sainte liberté, qui est fréquemment fonction du pouvoir établi, banquet coûteux, doctorat honorifique à ceux qui ont de l'argent, et ainsi de suite. Donc, ce n'est plus tout à fait unanime dans les années, fin des années 60, début des années 70, quant à ce qui est à la liberté académique. Donc, je glisse complètement sur les autres années. C'est aussi les années où l'ACPU est peut-être le principal acteur du côté des associations de professeurs qui intervient fréquemment pour dénoncer des situations au Québec. C'est le signe que les associations de profs au Québec ne font pas ce travail-là. Ça m'amène à la deuxième partie, et là je vais devoir aller encore plus vite, celle des archives que j'ai pu explorer pour essayer de comprendre tout le processus. Donc, ce que dévoilent rapidement les archives de la FAPUC, donc l'ancêtre de la FQPPU, pendant 10 ans, donc les années où la FQPPU intervient, elle n'a pas de structure spécifique pour la liberté académique. On n'en parle presque jamais dans les procès-verbaux que j'ai pu dépouiller. Puis en fait, on délègue un membre au comité de l'ACPU. Et donc, c'est l'ACPU qui s'en occupe au niveau québécois. En 1979, donc après 12 ans, on crée un comité sur la liberté universitaire et là, on commence fortement à réfléchir à la chose, avec entre autres toute une série de fiches qui sont créées par Michel Campbell, qui était professeur de théologie ici à l'Université de Montréal, un des fondateurs de la FQPPU un peu plus tard. Donc, on le voit, la première fiche, ça indique, c'est pas encore là, une réalité encore à inscrire dans la tradition universitaire québécoise. Ça montre bien qu'on n'en est pas à la défense de quelque chose qui va de soi. Même chose pour la deuxième fiche, un essai de définition systématique. Donc, quand on est rendu à essayer de faire une définition systématique en se basant sur des articles d'encyclopédie, c'est qu'on n'est pas tout à fait rendu au point de défendre quelque chose à propos de laquelle on en est sûr, de toute façon. Puis, on voit aussi dans la troisième fiche, liberté universitaire syndicalisme, qu'il y a une hésitation quant au rôle des conventions collectives. Est-ce que c'est le bon moyen pour défendre la liberté académique? Donc voilà, ça mène à la déclaration de principe sur la liberté académique de 1985. Rapidement, je vous l'indique ici, puis on va y revenir. C'est le premier moment officiel transassociatif, donc fédératif, de définition de la liberté académique. Mais c'est encore très général comme façon de l'exprimer. Du point de vue syndical, ça se transforme difficilement en article de convention collective, parce que c'est plus intellectuel, plus sur les grands principes généraux. Puis c'est difficile de défendre un grand principe général dans une situation concrète si l'article de convention n'est pas assez clair. Puis le dernier élément, on voit que ça s'applique à toute personne qui exerce dans une université une tâche d'élaboration ou de diffusion du savoir. Donc, éventuellement, les étudiants des cycles supérieurs. Quant à la FQPPU, elle est fondée en 1991 et d'emblée, elle poursuit le comité sur la liberté universitaire qui était celui de sa fédération antérieure. On la voit tenter de développer un projet de code de déontologie. Puis c'est assez significatif aussi. Attendez un peu que je retrouve ma petite citation de ce côté-là. Parce que dès la première réunion du comité, ce qu'on se dit, c'est « Après échange, on convient des difficultés à circonscrire la notion de liberté universitaire. » Donc, encore en 1991, on en est à se dire comment interpréter ça? Quel est le sens précis du concept? Les difficultés à circonscrire la notion de liberté universitaire à ce contenu pratique. Les dimensions éthiques, déontologiques sont souvent intriquées et des choix professionnels liés à des valeurs difficiles à juger. Comme quoi, la déclaration de 1985 n'a pas suffi, puis d'où le projet de code de déontologie qui n'aboutit jamais, puis toutes les questions nouvelles qui surgissent dans ces années-là, qui sont celles entre autres, des comités d'éthique, puis des questions de domaine de subvention. Puis j'ai glissé sur tous les cas qui sont examinés par le comité de la FAPUC auparavant, parce que c'était aussi un comité de plainte. Puis on voit par les cas que, du point de vue actuel, ça n'a rien à voir avec les libertés académiques. Donc, on demande au comité d'examiner est-ce que le lock-out à l'Université Laval est d'une entrave à la liberté académique.
De mon point de vue, non, ça n'a aucun rapport avec la liberté académique, c'est une question de droit du travail, c'est pas du tout ça. Autre chose, on coupe des postes à l'Université de Sherbrooke faute de moyens financiers, là on dit « Ah, liberté académique, c'est un grand problème ». Oui et non, pas vraiment directement, c'est un autre objet, encore une fois, de relation de travail. Puis ainsi de suite, on voit toute une série de cas. Homophobie, est-ce que c'est un cas de problème de liberté académique? Non, c'est un problème de discrimination. Puis donc on voit, là, ils sont toujours en train d'essayer de voir quelle est l'extension de leur domaine. Puis par les plaintes qui sont acheminées là, on voit aussi que les professeurs s'interrogent sur la question. Donc ça évolue très fortement, d'où la volonté de redéfinir encore une fois. Donc, conclusion. Ce qu'on observe, c'est donc la grande malléabilité de la notion de liberté académique au fil du temps, puis jusqu'aux années très récentes. Donc, il n'y a pas une, mais une succession de perspectives dans les discours, une succession de perspectives syndicales sur la liberté académique. Donc, un noyau commun, mais l'extension autour du noyau commun, on tombe dans le flou, puis à chaque fois, les gens se posent des questions à ce propos-là. Deuxième chose, il y a un découplage assez grand des années 60 en nos jours entre la courbe d'intensité dans les périodiques, dans le discours social québécois, et l'activité syndicale. D'où la nécessité du double corpus pour examiner les choses. Puis c'est aussi quelque chose que j'ai pu constater dans les années récentes, c'est-à-dire, si on n'examinait que le discours social québécois depuis 2020, on croirait que c'est la seule chose que font les syndicats, c'est de défendre la liberté académique, c'est le principal dossier à tous les jours, et ainsi de suite. Or que c'est exceptionnel, le nombre de cas qu'on a à traiter du côté de la liberté académique. On a beaucoup d'autres enjeux, mais celui-là n'est pas celui qui occupe le plus de jours de travail d'un syndicaliste universitaire moyen. Puis enfin, le dernier élément, puis j'arrête là, une tension dans les syndicats même entre une conception plus professionnalisante, individuel, voire individualiste, du rapport à la liberté académique. Donc, il craint les excès du syndicalisme ou du radicalisme politique et insiste sur la charte, les chartes des universités qui devraient contenir ça, et donc ont des craintes ou des doutes par rapport à la convention collective. Puis d'un autre côté, une perspective plus... donc, je termine sur la première, c'est une perspective qui se rapproche d'un ordre professionnel jusqu'à un certain point, que la première variante du discours syndical, plus associatif aussi, je dirais, que syndical. Puis une autre variante qui est plus militante et syndicale, qui se sert, qui rapproche ça du travail et des conditions de salariés, avec tout ce que ça peut représenter, donc de la permanence, puis de la sécurité d'emploi, des enjeux semblables, et qui examine ça aussi dans l'angle des rapports de force économiques, politiques, et ainsi de suite, avec les employeurs, le gouvernement, etc. Et donc, ça sert des conventions collectives pour défendre toute cette idée-là. Et donc, ultimement, ce que je vois dans l'évolution, c'est que ça reste toujours, encore, je suis certain que ça va le demeurer, une question politique tout autant qu'une question légale de relations de travail. Et pour les syndicats, ça va de pair. Il n'y a jamais de question syndicale qui n'est pas aussi une question politique. Enfin, vous voyez mon interprétation des questions syndicales. Alors voilà, merci beaucoup. Merci.